Je vous retrouve pour la partie 3, la mort de Claude François vue par le président Valéry Giscard d'Estaing. Voilà une émission que ne vous proposera pas certaines chaînes de télévision, tout simplement parce que il y a une sorte de déontologie des stars. On n'a pas le droit de citer, de parler, de dire ouvertement ce que l'on pense d'eux en public. Vous risquez un procès dès que quelque chose s'ouvre un peu, un dossier de l'histoire, quelques feuilles liées à la sécurité sociale, quelques feuilles de pharmacie, une ordonnance de médecin, et c'est le procès immédiat. Vous voyez, on est dans un monde de désinformation, un monde toxique. Il y a une toxicomanie de l'information, et ce monde toxique devient insupportable pour tous les gens parce que vous n'avez pas le droit de savoir la vérité, vous n'avez pas le droit d'atteindre la connaissance. Dès que le papillon Icare s'approche trop près, eh bien il risque de se brûler les ailes, même si ses intentions sont pures et bonnes et souhaitables. La mort de Claude François, c'est avant tout un président de la République qui a pris une enquête, Valéry Giscard d'Estaing. Nous allons entendre à nouveau dans cette émission ses remarques, ses réflexions. Au bout de quelques minutes, il s'est posé la question, puisqu'il était sur place dans l'enquête, si Claude, par hasard, avait pris des médicaments qui auraient pu atténuer certaines fonctions. On parle de fonctions de réflexion, de fonctions psychologiques. Toucher un objet électrique les mains mouillées, c'est plutôt rare. Le président va même émettre des doutes sur cette applique murale, se posant la question si elle n'avait pas été ajoutée par quelqu'un. C'était toute la question et tout l'enjeu de cette enquête du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Je vous ai réservé, donc, dans ce document collector, on pourrait presque dire, cette interview magnifique qui dure plus d'1h30 et dont je dévoile pour le moment quelques passages clés de 5-6 minutes à chaque fois. Donc pour cette émission, environ 6 minutes, le président va à nouveau s'exprimer, cette fois-ci d'une façon plus large et plus détaillée, sur les médicaments qui étaient dans l'appartement de Claude François et qui pourraient être à l'origine de sa mort. Il ne cache pas la vérité, puisque l'autopsie a été refusée par la famille François, quand même, c'était assez grotesque. Ils ont accepté un embaumement, refusé une autopsie. Alors, quelle différence y a-t-il entre une autopsie, parlons français, et un embaumement? Un embaumement, on va vider tout le sang et faire disparaître les preuves s'il y a, par exemple, une réaction dans le sang liée à une drogue ou un médicament, et une autopsie est un révélateur. On va effectuer avec des médecins une série de tests et prélever. Ça peut par exemple être des impacts de balles lorsque c'est un assassinat. L'autopsie sert à ça. Ça peut être aussi lié à une identification d'une maladie, d'un cancer ou quelque chose. Et enfin, si au bout de tout cela on ne trouve rien, on cherche alors l'overdose de drogue médicamenteuse. Dans l'autopsie, il y a 3 sortes de choses qu'on recherche. 1. Des balles en cas de crime, des impacts de balles. 2. Évidemment des médicaments en cas de drogue. Et 3. La nature d'une maladie qu'une personne pourrait avoir et finalement être décédée tragiquement des suites d'une longue maladie non détectée. Comme ça vous permet de mieux comprendre ce qu'on entend par autopsie. Alors que la police locale est complètement évacuée de l'appartement par la police présidentielle, le président voulait une enquête claire, il l'avait dit, très rapide, on doit enquêter au plus vite, ça doit prendre quelques heures, il avait d'autres choses à faire. Et Claude était très méticuleux, on doit le dire, trop méticuleux, et il notait déjà tous ses médicaments, et oui, il notait tout. Les boîtes d'entrée, les boîtes de sortie de ses médicaments, de sa pharmacie, tout était répertorié, noté, ce qui a permis aux enquêteurs de découvrir énormément de secrets liés à sa mort qui n'ont jamais été révélés parce que il y avait un petit côté peut-être pudeur, un petit côté
Médecin interdit, médecin pas le droit, médecin, si vous voulez, secret médical, etc. Enfin, tout cela fait que dès qu'il y a une personne qui meurt autour de médicaments, c'est le secret médical qui l'emporte sur finalement la raison. Sur la raison, sur la logique et sur l'information que toute personne a le droit de savoir. On est dans un monde où on n'a pas le droit de savoir les choses. Vous êtes dans un monde de désinformation. C'est pour ça que la légende du papillon Icare est de vous rapprocher au plus près de la vérité, sachant tellement qu'elle peut être par moments compliquée, difficile à atteindre, et combien d'obstacles il y a pour surmonter euh, les péripéties du voyage du papillon Icare pour atteindre enfin la vérité. Je ne vais pas vous faire attendre davantage. Ce qui vous intéresse dans cette partie de l'émission à Claude François mort mais vu par l'Élysée, ce qui vous intéresse, c'est surtout ce que le président de la République a à dire, qui va être quand même plus passionnant que ce que moi j'ai à dire. Moi, j'ai déjà assez résumé la situation. J'ai dit aussi certaines anomalies liées à des écrivains célèbres, des gens comme Jacques Harvey, qui avaient expliqué qu'il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain 3 jours avant sa mort. On doit quand même tenir compte de son témoignage. Il n'a jamais été entendu par la police ni aucun tribunal, et évidemment ça aurait dû être consigné quelque part, même dans un tribunal, qu'il n'y avait pas d'applique au-dessus du bain selon au moins un témoin. Mais c'était déjà suffisant pour relancer l'enquête. Écoutons maintenant Valéry Giscard d'Estaing. À ce moment-là, il se trouve au cœur du 46 boulevard Exelmans, dans l'appartement de Claude-François. Et là, il nous révèle tous les secrets de son enquête. Et écoutez bien, il parle évidemment de médicaments trouvés sous le lit et dans l'armoire. S'il y a pour pratiquement tous les médicaments eu une évacuation de Sylvie Mathurin, et sans doute Kathleen qui a un petit peu aidé, et même Marie-Thérèse a dû sans doute un peu aider, et pourquoi pas d'autres personnes. Pourquoi pas d'autres personnes, puisqu'on sait que quelques heures avant sa mort, Claude avait confié sa voiture à Jean-Louis. Il y avait 2 jours de réparation de sa voiture. Ça a été caché, de sa Mercedes. Ça a été très très caché. C'est une note que je possède, que je peux publier, où il y a l'écriture de Claude-François qui explique à Leslin qu'il aura des difficultés à prendre sa Mercedes parce que Jean-Louis, pendant 2 jours, l'a mis en réparation. Il parle en effet de la présence d'un Gérard, mais il ne donne pas de nom de famille. Il y a effectivement un Gérard qui doit ramener la Mercedes 2 jours après. C'est tout ce que nous savons et pas de nom de famille. Mais c'était important de dire qu'il cite en effet le nom de Gérard sans donner sur la note le moindre nom de famille de la personne. Ce qui est important, c'est le président de la République. De quelle manière a-t-il fait son enquête? Eh bien écoutez, quand on est face à une électrocution, à un accident, ne croyez pas que l'enquête a tourné autour de l'électrocution. Non, parce que Anémone, qui était dans le bureau du président, voulait absolument savoir la vérité, et c'est elle qui va demander au président une autopsie. Elle explique à Valéry Giscard d'Estaing qu'elle ne croit pas que Claude-François est mort électrocuté. Elle pense que c'est une manœuvre de son entourage, que quelqu'un a fabriqué tout cela. Elle le pense sincèrement, elle le dira à son mari. C'est une fabrication, c'est une mort qui a été préparée par quelqu'un, par plusieurs personnes peut-être, et elle demande s'il aurait la gentillesse pour éclaircir cette histoire d'une façon définitive et complète, de faire une autopsie. Elle le propose à Valéry, mais Valéry hésite à autopsier Claude-François. Il estime que c'est un petit peu, dans l'enquête, un petit peu hard, c'est vrai, c'est un petit peu lourd, et il propose finalement à la famille François de réfléchir rapidement, parce que l'enquête doit se terminer, à cette autopsie. Il la veut maintenant et révéler enfin les causes réelles de sa mort. Mais rien à faire du côté de la famille François. On ne sait pas si c'est sa sœur ou le mari de sa sœur qui a un peu bloqué l'enquête, ou peut-être même d'autres personnes comme Paul Lederman, qui faisait partie de l'entourage et non de la famille, mais qui aurait pu mettre son grain de sel en disant non, on n'autopsie pas Claude François. Et même problème pour Jean-Pierre Bourter ou d'autres personnes. Il y avait plusieurs hommes dans l'appartement et plusieurs femmes. Nous savons que quand Michel Pleiber est arrivé
du Quai d'Orsay, il explique qu'il y avait des Claudettes. Mais on doit tenir on doit tenir en considération que les Claudettes ne pouvaient pas être dans l'appartement parce qu'elles se trouvaient en bas de l'immeuble. Donc, en aucune façon, Michel aurait pu voir ces Claudettes. Et les identifier aurait été même impossible, parce que si tel était le cas, dans ce cas-là, toute la mort de Claude aurait été montée, et on pourrait même penser que les Claudettes ont évacué des médicaments, et qu'elles l'ont fait avec l'aide de Marie-Thérèse, de Kathleen, et d'autres personnes comme Sylvie Mathurin. Donc Michel Pleiber explique que quand il est arrivé, selon lui, il pense que c'était les Claudettes, assis sur un canapé à pleurer. Mais nous savons que c'est impossible, puisque Danny Borg et Prisca sont arrivés beaucoup plus tard, vers 16 heures, à pleurer en bas de la rue, et elles attendaient Claude au but de Chaumont, et puis il ne venait pas. En tous les cas, c'est la version officielle. Mais nous savons que c'est plus compliqué, puisqu'il avait une émission de radio, et que de toute façon, il avait annulé l'émission de Michel Drucker. Il ne voulait pas vraiment la faire, donc on ne sait pas s'il aurait été à cette émission. On ne sait pas s'il aurait été jusque-là, et s'il n'aurait pas finalement concerté son idée d'une émission de radio, puisqu'il avait non seulement annulé l'émission de Michel Drucker, mais mieux avait réservé son après-midi pour Les Favinettes, une émission de radio liée à des jeunes filles mineures, où il devait les présenter comme sa nouvelle marque de produits fans. Alors est-ce que au niveau de l'enquête, ça a bloqué un peu? Est-ce qu'ils ont voulu mettre de côté cette émission de radio parce que c'était des filles de 14-15 ans et que forcément on devait toutes les interviewer, ou essayer de recueillir leurs témoignages puisqu'elles étaient présentes le jour de la mort de Claude et l'attendaient pour cette émission Les Favinettes? Alors il est possible que comme c'était liminaire, il a fallu les isoler, ces jeunes filles, afin qu'elles ne rentrent pas dans l'enquête et qu'elles ne disent pas « oui, on attendait Claude, on devait partir à une émission, etc. » Et puis ça allait surtout contre le témoignage des buts de Chaumont, de Michel Drucker et tous les gens qui disaient qu'ils attendaient Claude là-bas. Assez contradictoire quand on attend Claude François sur un studio de télévision et qu'il a rendez-vous à une émission de radio. Contradictoire, pas évident l'histoire. Mais pourquoi pas? Il avait un agenda chargé, il aurait pu assumer, et une émission de télévision, bien sûr, et une émission de radio. Valéry Giscard d'Estaing, donc, va s'exprimer devant vous une nouvelle fois parce que c'est très intéressant. On va pouvoir écouter enfin l'enquête, parce que c'est une enquête très intéressante. Il y a 1h30 de confidence, et là on est vraiment au début on va pas dire de la saison 3 parce qu'on est à la fin de la saison 3, on va approcher la saison 4, mais on est au début de ces audios. Claude François, donc la mort vue par l'Élysée, mais plutôt vue par le président de la République, et c'est ça qui va vous intéresser, parce que ça ne sera pas diffusé en télévision. Alors je vous quitte, je vous dis à la prochaine fois, et je vais couper ma caméra et je vous laisse avec le président de la République qui a des confidences à nous faire très intimes et très intéressantes sur la mort de Claude François. Alors prenez le temps d'écouter, et si cette série d'émissions vous plaît, je vous invite à suivre les précédentes. Sinon vous risquez un peu de patauger. C'est normal, une émission doit se suivre complètement, et c'est une série d'émissions assez longue en plusieurs saisons. Valéry Giscard d'Estaing, bel homme, charismatique. Je coupe ma caméra et nous allons écouter ce qu'il a à dire. La deuxième chose qui n'en est pas dans la mort de Claude François, c'était évident qu'il y avait eu quelque chose qui nous avait été caché, que ce soit par la police ou l'entourage direct du chanteur, mais il y avait tout de même beaucoup de médicaments. On en a retrouvé sous le lit, on en a retrouvé dans son armoire. Une partie des médicaments dans sa pharmacie avait disparu, mais il restait un peu de poussière qui prouvait que ces médicaments étaient présents il n'y a pas très longtemps. Et toute une liste que nous avons retrouvée de centaines, voire de milliers de médicaments avec des dates précises d'entrée et pas de date de sortie de ces médicaments de sa pharmacie. Donc des dates assez courtes qui nous laissent penser tout de même qu'il n'a pas avalé 3000 médicaments. Et l'enquête, évidemment, est partie vers une possibilité d'une overdose accidentelle médicamenteuse. J'ai alors demandé à la police d'effectuer donc ce qu'on appelle, dans notre jargon, une autopsie.
Mais la famille François donc s'est opposée à cette autopsie et qui n'aurait permis de pouvoir être certain que Claude avait accidentellement pris un ou deux médicaments qui auraient pu atténuer, pourquoi pas, ses facultés et toucher alors une applique dans un état, disons, on va dire, hors de lui, hors de lui-même, un état irraisonné et réfléchi qui pourrait expliquer certaines choses. D'autre part, nous étions aussi gênés parce que pour toucher une applique et mourir électrocuté, il devait toucher les deux fils et pas un seul. Et sur l'applique n'a pas été trouvé rongé deux fils, mais un seul. Donc l'explication qui nous est venue, c'est que Claude avait mis ses mains derrière l'appli qui avait touché les deux fils, sinon impossible de s'électrocuter. Mais on aurait dit que cette applique avait été fabriquée par quelqu'un, puisqu'il y avait un fil qui était donc mâchouillé, rongé par quelque chose, ou le temps ou l'usure, et il nous a paru étrange qu'un seul fil soit rongé, alors que les deux auraient dû l'être. Et de cela, nous avons pensé qu'une autopsie répondrait à certaines questions, mais nous ne saurons jamais toute la vérité sur la mort de Claude François, tout son mystère, puisque sa famille a refusé catégoriquement une simple autopsie qui aurait pu révéler par une prise de sang, notamment, un risque ou pas de dépendance sur certains types de médicaments qui auraient pu, je dis bien, entre guillemets, car il n'y a pas de certitude là-dessus, mettre le chanteur dans un état psychologique favorable à commettre une erreur qui, évidemment, sans les médicaments, il ne les aurait pas commis, à mon avis. L'idée que les médicaments sont tout de même entrepartis à l'origine de sa mort a été confortée par ce refus d'autopsie de sa famille. Voilà, c'était pour répondre à votre question. En ce qui concerne la mort de Claude François, il m'a semblé bon, en détail, de vérifier, après avoir trouvé toutes sortes de médicaments, si certains étaient donc inscrits sur des feuilles de pharmacie qui sont transmises entre le médecin. Il y a donc un double qui nous est transmis à la sécurité sociale et de faire le relevé entre les médicaments trouvés et le double des feuilles de sécurité sociale. Il est évident que les médecins de Claude, qui ont parfaitement été identifiés et que nous connaissons, avaient prescrit, c'est vrai, 30 médicaments à Claude. Il en avait plus que le nécessaire et on a trouvé un peu bizarre toutes ces ordonnances qui auraient d'ailleurs dû absolument alerter le ministère parce qu'il y a un nombre de médicaments autorisés et quand on dépasse ce nombre, on est automatiquement inscrit sur des listes ou de trafiquants ou de stupéfiants ou d'utilisateurs atteints de dépression ou de divers maux. Claude François prenait des antidouleurs pour son estomac, nous le savons. Il souffrait d'un ulcère qui pouvait à tout moment devenir un cancer généralisé, donc il avait besoin d'antidouleurs et donc il est difficile alors d'établir un problème de drogue quand les antidouleurs brouillent un petit peu le système sanguin. Mais de toute façon, la prise de sang a été refusée par sa famille et sans prise de sang, nous ne pouvons pas évaluer exactement sa toxicologie le jour de sa mort. Mais sans doute plus importante que ce qu'on nous a dit parce que son entourage était vague et nous n'avons pas abordé en profondeur ces médicaments bien étranges dans un sac poubelle car il y avait toute une enquête à mener. Mais il s'avère qu'entre la sécurité sociale et les doubles que nous avions et ces médecins que nous connaissons, il y avait tout de même une quantité quand même, je dois dire, astronomique que une personne normale ne pourrait pas avoir ni dans sa pharmacie ni chez lui. On peut donc parler, disons, sans certitude absolue, que Claude était accro à certains types de médicaments dangereux pour sa santé et même dangereux pour sa vie.